Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Ben oui, ravi de vous retrouver ce matin sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 13h. Les débats de l'été avec Maxime Trollo qu'on retrouvera à partir de midi. Vous le savez, forcément, on va parler de politique ce matin tout au long de cette émission. Les consultations qui vont s'ouvrir à partir de 10h30 à l'Elysée en vue de la nomination d'un nouveau Premier ministre. C'est le NFP, le nouveau Front Populaire, qui ouvre le bal avec la candidate du NFP pour Matignon, Lucie Castet, qui sera présente. On va en débattre, on va en parler. Ce que vous en pensez, vous nous le dites. Vous nous appelez 0826 300 300 et puis vous réagissez également sur nos réseaux sociaux, notamment sur le Facebook de Sud Radio. Mais on commence tout de suite avec notre premier invité. Les débats de l'été Sud Radio. 2 semaines après la disparition de Mehdi Nargissi au large de l'Afrique du Sud, sa famille porte plainte. Le jeune espoir du rugby tricolore, 17 ans, participait à un tournoi avec l'équipe de France des U18. Il a été emporté par une vague lors d'une séance de récupération musculaire dans l'eau froide sur une plage réputée dangereuse. D'ailleurs, des panneaux alerte des risques pris en cas de baignade. Bonjour Maître Édouard Martial. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'avocat des parents et de la sœur de Mehdi Nargissi. C'est vous qui avez saisi pour eux le procureur d'Agen. J'imagine, maître, que cette famille est anéantie aujourd'hui, qu'elle veut comprendre tout simplement comment leur fils, frère, a pu se retrouver dans cette eau le 7 août dernier. Oui, anéantie, vous le dites, dévastée. Les larmes ne finissent pas de couler. Alors maître, on a un petit souci juste où on vous entend assez mal. La ligne est pas très bonne. Si je puis vous demander de vous décaler un petit peu, qu'on puisse mieux vous entendre, que la ligne soit meilleure. Maître, est-ce qu'on vous entend de nouveau? On va essayer, maître. Moi, je vous entends très bien. Ouais, vous entends très bien. Alors, oui, vous m'entendez très bien. C'est nous, malheureusement, qui vous entendons assez mal. C'est pour ça que je vous demande si vous pouvez juste vous décaler un petit peu pour essayer de voir si on peut vous entendre mieux, si la ligne peut être un peu meilleure, parce que c'est important de vous entendre, bien sûr, dans ce drame, maître. Bien sûr. Et là, vous m'entendez Non, toujours pas. Parce que là, Écoutez, j'ai un réseau plein. Écoutez, on va laisser passer une courte page de pub, maître. Juste le temps de vous récupérer, de voir comment on peut faire à la technique. Je vous dis juste à tout de suite dans quelques instants. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Sud Radio, les débats de l'été, on vous dit tout sur Sud Radio. On a un léger problème technique, on a du mal à entendre. La ligne est mauvaise, on a du mal à entendre l'avocat de la famille de Mehdi Nargissi qui, je vous le rappelle, jeune espoir du rugby tricolore, a disparu au large de l'Afrique du Sud. Il a été emporté par une vague lors d'une séance de récupération musculaire sur une plage réputée dangereuse. Sa famille a porté plainte. On va essayer de rappeler, de contacter de nouveau cet avocat, l'avocat de la famille, maître Édouard Martial. Mais d'abord, on va en profiter pour parler un petit peu de politique, revenir sur la politique, puisque c'est le jour J, le début des consultations à l'Elysée. Emmanuel Macron qui reçoit l'ensemble des présidents des partis et des groupes parlementaires. Ça va commencer dans quelques instants, dans 20 minutes, avec la réception d'abord du nouveau Front Populaire en présence de Lucie Castet, la candidate du NFP pour Matignon. Jules Boscarini, vous nous avez rejoint justement puisque vous voulez nous expliquer un petit peu, c'est important de faire le point sur tout cela, sur ce qui s'est passé juste avant cette réception et notamment sur le NFP qui a décidé de publier sa lettre aux Français et qui se dit prêt à gouverner. Oui, tout à fait. Et puis hier, il y avait aussi Lucie Castet qui était la star lors de la journée d'été des écologistes. Elle a notamment reçu plusieurs ovations, comme avec cette déclaration. Avec les chefs de parti du nouveau Front Populaire et les présidents de groupes parlementaires, nous nous rendrons à l'Elysée. Nous rappellerons au président son devoir de respecter le choix des Français, de désigner une première ministre en phase avec la volonté populaire. Et Lucie Castet n'a pas caché ses ambitions lors de son discours. La candidate du NFP à Matignon n'a d'ailleurs pas manqué de revenir sur les raisons qui l'ont poussée à accepter sa candidature. J'ai dit oui pour prolonger l'espoir qu'a levé le nouveau Front Populaire pendant ces semaines de campagne. J'ai dit oui pour que ces millions de Françaises et de Français qui ont voté pour faire barrage à la haine. J'ai dit oui pour qu'un projet de gauche et écologiste soit mis concrètement en acte au gouvernement.
pour sortir de la politique délétère menée depuis 7 ans. J'ai dit oui pour transformer cette espérance en réalité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me tiens devant vous et je ne compte pas m'arrêter là. Des mots qui sonnent juste chez les électeurs, puisque Castet appelle Emmanuel Macron à respecter le choix des Français. Elle ne manque pas non plus de défendre la bifurcation écologique avec des points bien précis. Selon ses mots, il faut faire sauter 2 verrous déterminants, l'austérité et l'injustice sociale. C'est mettre toute une société en sécurité, sur le plan social, sur le plan de l'alimentation, du logement, de nos déplacements. C'est garantir à chacune et à chacun de pouvoir vivre de son travail et de son salaire. C'est garantir à chacune et à chacun un droit à la retraite et au repos, sans attendre 64 ans. Le message est donc passé et l'unité semble retrouvée au sein du NFP, qui a publié hier une lettre aux Français dans laquelle il dénonce l'inaction grave et délétère du chef de l'État. Elle est coécrite par Manuel Bompard, Fabien Roussel, Olivier Faure et Marine Tondelier, avec donc Lucie Castet, qui estime qu'il est plus que temps maintenant de passer à l'action. Comme dans toutes les démocraties parlementaires, la coalition arrivée en tête doit pouvoir former un gouvernement. Les débats de l'été, on en débat. Ce sont vous qui faites ces débats et notamment au 0826 300 300 au standard. On accueille Olivier de Bordeaux. Bonjour Olivier. Oui, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. C'est avec grand plaisir, Olivier. Olivier, réagir justement à cette journée particulière, importante, ces consultations qui débutent tout à l'heure, dans moins de 20 minutes. Maintenant, vous vouliez parler notamment de Lucie Castet, qui sera reçue avec les dirigeants du NFP. J'ai envie de vous dire, il était temps. Alors après, on est quand même assez coutumier des façons de faire de M. Macron, le grand débat, les grandes réunions, la rencontre avec les syndicats, etc. Puis à la fin, il fait un petit peu ce qu'il veut quand même. Là, il est un petit peu coincé. C'est à lui de décider, en tout cas, de choisir un nom pour le Premier ministre. C'est à lui de nommer. Non, normalement, il nomme, il choisit pas. Je pense que le texte est important là. Le verbe est important. Nommer, c'est pas choisir. En fait, c'est les Français qui ont choisi, et ils ont surtout choisi par 2 fois de ne pas le mettre en tête lui et de le sanctionner pour la politique qu'il a eue. Après, moi, je note quand même que dans ce que proposait le nouveau Front populaire, ça ressemble beaucoup à ce que proposait M. Macron en 2017, sauf qu'il n'a pas du tout tenu ce qu'il disait, que ce soit pas un SDF dans les rues où on touchera pas à la retraite, c'est hypocrite, etc. On voit bien qu'à la fin, ça s'est pas du tout passé comme il avait dit. Mais le NFP est légitime, il est arrivé en tête. Moi, je me souviens avoir entendu Darmanin qui disait très tranquillement que si c'était le RN et qu'il y avait une majorité même relative, le RN devrait gouverner. Donc ces gens sont capables d'envisager ça pour le RN, ils ne veulent pas l'envisager pour l'opposition de gauche. C'est un vrai problème quand même. On est dans un déni de démocratie, on est dans une crise de régime, et on a vraiment l'impression que le roi Macron a du mal à laisser sa place, sauf qu'on n'est pas en monarchie. J'imagine que vous avez voté, Olivier, NFP pour les élections législatives sans hésitation. Si Emmanuel Macron venait à nommer un nouveau Premier ministre qui ne soit pas Lucie Castet, ce serait pour vous un scandale? Alors, d'abord, ça serait un scandale. Enfin, un scandale, ils s'en foutent. Il n'est pas un scandale près. On n'a jamais vu un président qui avait autant d'affaires sous son quinquennat. Donc, c'est le scandale, si vous voulez, c'est surtout la colère. Après, ça va se traduire en colère. D'une part, au niveau politique, ça tiendra pas. C'est-à-dire qu'il peut nommer n'importe qui. N'importe qui ne pourra pas être légitime aujourd'hui s'il n'est pas issu du NFP. Donc, de toute façon, on va vers une crise de régime certaine, et il y aura un vote de censure ou une procédure de destitution. Je pense que c'est en tout cas, pour vous, ça vous mettrait en colère, quoi. Je pense que comme tout le monde, vous savez, les Gilets jaunes avaient déjà commencé une procédure de destitution. À un moment donné, elle est aujourd'hui revendiquée par des politiques. On voit bien qu'on est quand même dans un crescendo qui va être très compliqué pour lui. Il pourra pas continuer tout seul dans son carrosse de verre là, vous voyez, le peuple à un moment donné, ça se termine toujours comme ça en France. Le peuple finit par prendre ce qui lui est dû. Donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la colère du peuple. On ne sait pas sous quelle forme elle arrivera. Les gilets jaunes, on les attendait pas. Il ne faut pas sous-estimer à un moment donné la colère des gens
à qui on vole leurs droits et surtout leur vote. Parce que si on vote le vote c'est un petit peu ce qu'il nous reste, si vous voulez. Nous, on regarde ça quand même de loin et après on subit souvent soit des votes qu'on n'a pas fait, soit des votes qu'on a fait mais avec des gens qui nous ont menti ou promis des choses qui ne tiennent pas. Donc à un moment donné, je vous dis, moi je ne sous-estime pas la colère des gens. Olivier, merci d'avoir réagi au 0826 300 300. Je vous souhaite une très bonne journée. Olivier, on poursuit justement, on continue d'en parler de ces consultations avec notre invité Bruno Cotresse. Bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous ce matin, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Ça fait maintenant plus d'un mois que la France n'a pas de Premier ministre, en tout cas de plein exercice. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'éviter le dialogue de sourds tout à l'heure lors de ces consultations ? Faut le souhaiter, en tout cas, qu'on avance un petit peu. Alors, on n'est pas très optimiste en même temps parce qu'on voit qu'au fond, chacun campe parfaitement sur ses positions avec différentes lectures des élections législatives, différentes analyses qui pour le moment ne rentrent pas du tout en synergie, pas du tout. On a au fond deux options et deux opinions sur ces élections législatives qui sont diamétralement opposées. D'un côté, on a le point de vue que vient de défendre Olivier d'ailleurs à l'antenne, qui est que le nouveau Front populaire est arrivé en tête en nombre de sièges et donc il doit gouverner le pays. Puis d'un autre côté, vous avez une autre théorie qui rappelle les conditions dans lesquelles le nouveau Front populaire est arrivé en tête, c'est-à-dire à l'issue d'un second tour des élections législatives qui était contre le Rassemblement national et non pas sur un choix de politique publique fondamentale. J'imagine que les électeurs insoumis qui ont voté pour des députés macronistes n'ont pas adhéré au programme d'Emmanuel Macron. Donc on a un point qui est, on a une situation qui est un petit peu inextricable de ce point de vue-là, parce que personne n'a radicalement tort, personne n'a radicalement raison, parce que ces élections législatives se sont déroulées dans un contexte qui est un contexte tout à fait hors norme et qui empêche d'une certaine manière de pouvoir en tirer pleinement des conclusions en termes de quel est le choix de politique publique dominant le 8 juillet qui s'est exprimé, si ce n'est le Rassemblement national, pas à Matignon. Dans quelques minutes, c'est le nouveau Front populaire qui va ouvrir le bal des consultations donc à l'Élysée. Beaucoup d'incertitudes, vous l'avez dit, difficulté à bâtir un compromis. Est-ce qu'on a au moins la certitude que Lucie Casset, la candidate du nouveau Front populaire pour Matignon, ne sera pas nommée par Emmanuel Macron ? Moi, je préfère ne pas faire de pronostic. Emmanuel Macron est un acteur politique tactique, stratégique. Je pense qu'il a plusieurs fers au feu. Il attend sans aucun doute de voir qu'est-ce que les différents responsables politiques vont lui dire vis-à-vis d'une question qu'il leur a posée le 10 juillet. Êtes-vous capable de vous entendre pour faire une coalition qui corresponde, d'après lui, c'est sa lecture, qui corresponde à ce qui s'est passé au second tour des élections législatives. Et on voit que de ce point de vue-là, il attend sans aucun doute que le nouveau Front populaire lui dise où il en est de ses réflexions sur cette question. Lucie Castet estime que des compromis sont possibles, c'est ce qu'elle affirme. Est-ce que le NFP aujourd'hui est réellement en mesure d'en trouver des compromis ? Le problème, c'est quelle est la base de ce compromis, c'est-à-dire est-ce que c'est la base, c'est le programme du nouveau Front populaire et ensuite entamer des dialogues avec d'autres groupes politiques pour trouver sur tel ou tel point, mais lesquels, des compromis, ou est-ce qu'il s'agit ensemble, avec plusieurs groupes politiques, de construire ensemble un compromis qui tienne compte du point de vue de tout le monde. Et vous voyez que c'est pas du tout la même logique. Donc, on verra aujourd'hui. On a le RN et le camp présidentiel qui affirment déjà une chose, ils sont clairs là-dessus, c'est que s'il y a ne serait-ce qu'un ministre insoumis dans un gouvernement de nouveau Front populaire, eh bien, ils voteront une motion de censure à l'égard de ce gouvernement. Ça veut dire que ce gouvernement nouveau Front populaire, il a des chances de ne pas durer, si Lucie Castet est nommée à Matignon, de ne pas durer ne serait-ce que quelques jours en place.
Oui, c'est un peu le fond du problème. Alors, il faudrait voir en même temps si les différents acteurs politiques ont simplement voulu poser des limites un peu discursives en termes de discours, à ce qu'ils peuvent admettre ou ne pas admettre, est-ce qu'ils le feraient véritablement tout de suite. On sait qu'en même temps, il y a une opinion publique qui n'a pas nécessairement envie non plus qu'on lui explique que c'est le chaos permanent dans la vie politique, et de ce point de vue-là, le chef de l'État a capté une dimension de l'opinion qui est aussi une aspiration à ce que le jeu soit un peu calmé, qu'il y ait de la stabilité dans le pays. Bruno Cotresse, un gouvernement issu d'une sorte de bloc central, c'est l'option la plus envisageable aujourd'hui ? Alors c'est une option qui est envisageable, c'est une des options envisageables. Il reste à savoir au fond quel est le périmètre de cette coalition des centres. Centre droit, centre centriste, si je puis dire, et centre gauche. Ça comprend qui exactement? On n'a pas non plus beaucoup d'indications du point de vue des forces politiques du centre gauche et du centre droit. Là-dessus, on sait déjà que le Parti socialiste, lui, il est dans le Front populaire. Et pour le moment, Olivier Faure n'a donné absolument aucun signe que le Parti socialiste entendait sortir de cette coalition politique, même si on sait qu'à l'intérieur du Parti socialiste, il y a différents regards, différentes sensibilités, différentes analyses qui sont portées sur le nouveau Front populaire. Et les Républicains, de leur côté, ont dit, nous, on a mis sur la table un certain nombre de textes ou un certain nombre de domaines de l'action publique sur lesquels on veut que le nouveau gouvernement planche, et on est prêt, si le nouveau gouvernement va dans cette direction, à ne pas le censurer. Vous voyez que c'est encore autre chose que d'avoir une coalition, donc pour le moment on n'est pas au bout de nos peines. En tout cas, si on a un gouvernement issu du bloc central, ça risque d'être compliqué à comprendre de la part d'un certain nombre de Français. On a eu quand même un double vote sanction à l'égard d'Emmanuel Macron et du camp présidentiel. Ça ne pose pas un souci démocratique à ce niveau-là ? Oui, bien sûr, il y a une dimension presque absurde de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Effectivement, Emmanuel Macron et son mouvement politique ont été sanctionnés d'abord aux élections européennes avec une victoire tout à fait nette, éclatante du Rassemblement national. Ensuite, au premier tour des élections législatives, avec à nouveau une forte dynamique du Rassemblement national. Et au deuxième tour, le deuxième tour de ces élections législatives, c'est un cas de figure encore différent. Effectivement, ça n'est pas le camp présidentiel qui est arrivé en tête, mais il faut voir aussi que le nouveau Front populaire, avec son système de candidature unique, était en bien meilleure position pour, au fond, se maintenir au second tour et bénéficier du Front républicain. Donc on voit une situation qui est extrêmement difficile à interpréter du point de vue, par exemple, de où va-t-on avec le prochain budget ? Où va-t-on avec les prochaines priorités de l'action publique en France? Et on a une première difficulté, trouver un Premier ministre, une deuxième, former un gouvernement, une troisième qui est effectivement voter un budget. Et donc on voit qu'on s'apprête à un automne qui, quel que soit le cas de figure, sera politiquement très compliqué. Est-ce qu'il est possible, selon vous, Bruno Cotresse, qu'Emmanuel Macron ne désigne pas de nouveau Premier ministre avant le budget? C'est possible, ça? Ça peut arriver? Ça paraît vraiment très compliqué, une situation qui est de plus en plus intenable en fait. On peut pas s'éloigner durablement du jour du vote et être dans une situation sans nouveau gouvernement. Alors tout dépendrait évidemment si on était un peu comme en Allemagne ou aux Pays-Bas, c'est-à-dire que des formations politiques commencent de véritables discussions qui durent pendant des semaines, et on a pendant des semaines des réunions entre différents groupes politiques, comme on l'a eu en Allemagne, entre les libéraux conservateurs et entre les sociodémocrates. Pendant des semaines, ils mettent au point un texte, une sorte de contrat de législature entre eux, où chacun va faire des concessions sur son programme, où chacun va se mettre d'accord sur un certain nombre de dimensions. Alors à ce moment-là, ça pourrait durer effectivement des semaines, et effectivement c'est un des enjeux, je pense, de la journée d'aujourd'hui. Est-ce qu'Emmanuel Macron va tirer la conclusion que les mouvements politiques en France ne sont pas du tout prêts à jouer ce jeu d'une coalition à l'allemande, ou est-ce que Emmanuel Macron va dire j'ai entendu des choses intéressantes, donc il faut du temps, il faut laisser du temps au temps. L'autre enjeu de la journée, Bruno Cotresse, en tout cas la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron doit d'abord trouver un nom pour Matignon, ou est-ce qu'il doit d'abord trouver une majorité? Vers quoi on s'oriente à ce niveau-là?
On pourrait avoir un scénario en 2 étapes avec un non pour Matignon, auquel le président de la République donnerait comme mission, au fond, de forger cette coalition. Par contre, le temps presse. Vous savez qu'il est impératif que le gouvernement transmette à notre Assemblée nationale son projet de budget au premier mardi du mois d'octobre. Donc tout ceci arrive très 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 vite. Et vous savez par ailleurs que du côté de Bruxelles et de l'Union européenne, on suit avec beaucoup d'attention ce qui va se passer en France sur le front budgétaire. Avec une feuille de route qui doit être envoyée par la France à Bruxelles avec les explications de comment la France va réduire ses déficits publics, parce qu'il y a toujours cette menace de sanctions. Pour la suite, Bruno Cotresse, est-ce que, comme le dit le RN, une nouvelle dissolution dans un an est la seule solution pour sortir de la situation politique dans laquelle nous sommes aujourd'hui ? Un des scénarios possibles, un gouvernement qui au fond arriverait à faire voter le budget, peut-être à adopter un certain nombre de textes et au fond une grande explication politique à nouveau dans un an. Vous savez que le chef de l'État ne peut pas dissoudre avant un an, avant le prochain mois de fin juin, début juillet. Et donc c'est peut-être effectivement un scénario qui a une certaine probabilité d'arriver. Merci beaucoup Bruno Cotresse. Je rappelle que vous êtes politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Merci d'avoir été avec nous ce matin et très bonne journée à vous. Sud Radio, il est 10h26 dans un instant. L'arrivée à l'Elysée de Lucie Castet, donc avec les dirigeants du nouveau Front Populaire. C'est le début de ces consultations en vue de la nomination donc d'un nouveau Premier ministre. La situation peut-elle se débloquer aujourd'hui, dans les prochaines heures? La réponse de nos débatteurs du jour, c'est à suivre. On les accueille juste après la pub. Restez avec nous. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Bah oui, il est 10h30, c'est l'heure d'ouvrir nos débats de l'été avec vous. Vous le savez, vous nous appelez au 0826 300 300. Et puis sur nos réseaux sociaux, notamment notre compte Facebook Sud Radio, j'aurai l'occasion de lire vos commentaires comme chaque matin pour faire avancer aussi ces débats. Nos débatteurs du jour, je les remercie d'être avec nous ce matin. Anne Durez, bonjour. Bonjour à tous. Présidente de l'association Femmes de Loi, Madi Sedi également est avec nous, conseillère en communication, auteure de Française venue d'ailleurs publiée chez Stock. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous également ce matin sur Sud Radio. Et puis Nicolas Corato, bonjour. Bonjour. Président fondateur du think tank Place de la République. On va revenir bien sûr dans quelques instants sur ces consultations qui ont débuté à l'Elysée, le nouveau Front Populaire qui ouvre le bal de ces consultations en vue de la nomination qui s'annonce complexe d'un nouveau Premier ministre. Mais d'abord, on commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. On commence avec vous, Anne Durez. C'est un coup de cœur pour Zakia Koudadadi. Qui est-elle? Racontez-nous pourquoi ce coup de cœur. Alors, ce coup de cœur pour Zakia Koudadadi, qui est une jeune athlète paralympique afghane de 25 ans. Ce coup de cœur, il est destiné bien sûr à cette jeune athlète, mais aussi évidemment à tous les athlètes paralympiques, puisque les Jeux paralympiques débutent dans une semaine, jour pour jour maintenant. Ça sera mercredi, la cérémonie d'ouverture. Voilà, donc moins d'une semaine, vous faites bien de rectifier. Zakia est une jeune femme extraordinaire qui a un parcours exceptionnel. Elle vivait en Afghanistan. Elle s'entraînait pour le taekwondo, qui est une discipline assez dynamique, comme beaucoup de disciplines olympiques. Et lors de la prise de pouvoir des talibans, qui ont repris le pouvoir, son entraîneur lui a dit, dans la minute quasiment, je ne te connais plus, tout s'arrête pour toi. Grâce à la France et à la détermination d'une personne que vous connaissez peut-être, qui est l'une de mes amies, qui s'appelle, excusez-moi, j'ai tout d'un coup, Fahimé Robiol, qui est franco-iranienne, qui vit en France depuis plusieurs décennies. Fahimé a déployé toute son énergie pour contacter l'ambassade de France en Afghanistan et aider Zakia à être exfiltrée de ce pays. Et depuis 3 ans maintenant, Zakia s'entraîne en France, est très combative et met toute son énergie pour essayer de remporter une médaille, et on le lui souhaite ardemment.
Et au travers de ce coup de cœur, je l'ai dit, je voudrais évidemment souligner l'importance des Jeux paralympiques et aussi rappeler, nous l'avons tous certainement en tête, mais rappeler que même si l'on parle moins de l'Afghanistan, il y a depuis environ 2 ans plus de 300 femmes qui ont été tuées ou qui ont été violentées, torturées. Et les talibans ont encore tout récemment, on a du mal à suivre l'arsenal de leurs lois, tellement elles sont toutes plus radicales et atroces les unes que les autres. Il y a encore une loi qui vient d'être passée par les talibans, adoptée par les talibans, qui réprime encore plus sévèrement le fait de montrer un demi-centimètre de sa peau. Donc les femmes sont torturées, violées, emprisonnées. Elles n'ont plus accès, elles n'ont plus de vie publique. Elles n'ont plus de vie éducative, elles n'ont plus de vie sociale. Et cette jeune femme, Zakia, je voudrais terminer par là. Ouais. Je crois qu'elle a entrepris des démarches pour demander la nationalité française. Et bon, je ne sais pas quelle sera l'issue de cette demande, mais c'est un beau coup de chapeau qu'on peut rendre aussi à toutes les femmes qui se battent pour leur liberté, qu'elles soient dans les pays qui sont en guerre et là où les droits des femmes sont opprimés, ou bien que ces femmes soient en France. Parce que partout dans le monde, il faut le dire et le redire, il y a des femmes dont les droits sont menacés et même interdits. Madia Seydi, peut-être un mot d'abord sur ce symbole très fort avant de passer à votre coup de gueule. Absolument, je trouve que ça aurait pu être un coup de cœur même collectif, que je partage complètement. Effectivement, on ne doit pas oublier la situation de ces femmes. En France, on est vraiment bien lotis. Ça, il faut le rappeler. Et je crois que c'est important de rappeler qu'effectivement, les femmes continuent à être opprimées, elles continuent à être oppressées ailleurs dans le monde. Et je trouve que ça, c'est un très beau symbole de cette battue, d'avoir pu quitter son pays et de continuer peut-être par la suite, si elle arrive à rester en France, je pense qu'elle restera, ou peut-être qu'elle obtiendra un statut de réfugiée, continuer à porter cette parole pour montrer aux autres femmes qui sont dans sa situation partout dans le monde, que ça peut être possible aussi quand on a une voix entendue et qu'on est accompagné, porté. Zakia concourt, rapidement, Zakia concourt sous la bannière des réfugiés. Tout à fait. Donc elle a le statut de réfugié. Oui, c'est important de préciser que, et souvent on l'ignore quand on méconnaît un peu l'olympisme, mais il y a une délégation d'athlètes réfugiés. Oui, c'était le cas pour les Jeux Olympiques. Pour les Jeux Olympiques comme pour les Jeux Paralympiques. Ces athlètes réfugiés sont supportés, financés, soutenus par des nations ou des fédérations sportives du monde entier. Et c'est vraiment à mettre au crédit de l'olympisme et de l'olympisme international que de pouvoir donner une représentation, une visibilité à des athlètes qui ne peuvent pas concourir sous leur propre bannière dans leur propre pays. C'est d'ailleurs une décision récente et le CIO a beaucoup insisté encore sur ces JO. Ce sera le cas aussi pour les Jeux paralympiques. Madia Seydi, je le disais, vous, ce matin, c'est un coup de gueule. Alors moi, ce matin, c'est un coup de gueule. Effectivement, c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule plutôt politique. Alors on vient de quitter l'euphorie des JO. Là, on va rentrer dans les Paralympiques. Sauf que les urgences, elles sont toujours là. Et notamment, moi, mon coup de gueule, il concerne les établissements de santé. Alors effectivement, le problème était déjà là avant. Il est encore là. Aujourd'hui, les médecins, les praticiens sonnent l'alarme. Ils sonnent l'alarme. Alors évidemment, on a toujours les chiffres en termes de politique, on a les chiffres des syndicats et on a ceux de la police. Donc pour le ministère, ça ne serait que 50 établissements qui seraient saturés. Ouais. Pour les syndicats, c'est bien plus. Pour eux, les urgences sont complètement saturées et ça dépasse largement la question qu'on connaît tous, à savoir quand on est dans un territoire reculé, alors c'est plus compliqué. Là, c'est vraiment même dans des grandes villes. On a des villes comme Mulhouse, on a Laval qui n'arrive plus à assurer des urgences. Il va y avoir que 6 urgences, je crois, en mois de septembre. Et ça, c'est scandaleux dans un pays comme le nôtre, où on a la chance d'avoir accès à des soins. Sauf que cette chance dont on revendique et dont on se targue aujourd'hui est un petit peu loin. Et je trouve que c'est aussi le moment pour les politiques de reprendre les choses en main, parce que la situation est très grave. On a des gens qui n'arrivent pas du tout à accéder aux urgences. On a eu le problème des violences aux urgences. Mais là, c'est et les violences, et on n'a pas d'accès. Et je trouvais que c'était vraiment scandaleux dans un pays comme le nôtre. Alors évidemment, les Jeux Olympiques, c'est extraordinaire. Moi, j'ai adoré ces Jeux Olympiques. On a eu des médailles extraordinaires. J'aurais rêvé d'être porte-drapeau. Et puis, j'ai été très fière de ce qu'on a fait. Et j'espère qu'on aura
autant de médailles aux Paralympiques. Néanmoins, je crois que la politique, c'est aussi une continuité. Et il est important que le gouvernement se rende compte que la santé, c'est pire, et je crois que ça va nulle part. Il y a la santé, il y a aussi l'éducation. Mais moi, aujourd'hui, c'était surtout sur la santé que je voulais parler. Avec un ministre de la Santé démissionnaire délégué à la Santé, Frédéric Valletoux, qui a tenu des propos qui ont beaucoup fait réagir. Il a dit que la situation dans les urgences s'était légèrement améliorée par rapport à l'an dernier. Nicolas Coretto, vous partagez ce coup de gueule, cette inquiétude d'une certaine manière. Je partage ce coup de gueule et je le mets en relation avec notre débat de tout à l'heure. Il faut qu'on sorte de l'illusion selon laquelle on pourrait se contenter d'un gouvernement démissionnaire alors que les problèmes des Français sont criants, sont urgents et sont quotidiens. Les fins de mois, c'est tous les mois. Jeux olympiques ou pas. Et pour prendre un exemple qui va dans le sens de celui que vous donniez pour les urgences, il se trouve que dans les EHPAD, il y a des Françaises et des Français qui travaillent, qui sont souvent mal payés ou mal rémunérés. Il y a un accord qui a été passé au mois de juin entre les partenaires sociaux pour étendre la prime Ségur à l'ensemble des personnels des EHPAD. Cet accord a été agréé par le gouvernement en juin. Depuis, qu'est-ce qu'on attend ? Un budget pour financer cette hausse de salaire qui n'est pas minime. C'est quasiment 1 mois de plus par an pour les salariés dans les EHPAD. Aujourd'hui, aucun employeur n'est en capacité de verser cette prime parce qu'on attend une décision budgétaire du gouvernement qui ne peut pas prendre. Et donc, vous voyez, cette idée que le temps court et que c'est pas si grave parce que c'est l'été, parce que c'est les Jeux Olympiques, ça a des conséquences très concrètes, quotidiennes, pour des milliers et des milliers de Français. Anne Durez, à propos de cette inquiétude, de ce coup de gueule, véritablement, concernant les urgences de ce pays, mais je peux parler, on peut parler effectivement, c'est le cas de la santé, du point de vue général, de toute cette santé. Inquiétude également pour vous ? Ras-le-bol ? Ce constat, c'est le constat on ne peut qu'être en colère, et je dirais même que c'est indigne d'un pays démocratique, civilisé, que de laisser des personnes, et je pense notamment, elles ne sont pas les seules, mais notamment à nos aînés, aux personnes âgées, dont j'ai entendu que certaines d'entre elles étaient malheureusement décédées sur des brancards, sans avoir à boire, sans avoir le moindre soin, sans recevoir le moindre soin, dans des urgences, dans des situations indignes, absolument indignes. Et il n'y a pas d'excuse à cela. C'est dit avec, pour le coup, c'est notamment, on a eu l'exemple du côté de l'hôpital de Brest, les syndicats qui ont affiché justement chaque exemple qu'ils ont eu de personnes, notamment de personnes âgées qui ont dû attendre des heures avant d'être prises en charge. C'est pas faute d'alerter. Non, c'est pas faute d'alerter, on le sait depuis longtemps. On en parle depuis des années, nous le savons. Nous savons que les urgences sont saturées. Nous savons que le personnel des urgences sont contraints parfois à gérer des situations qui ne sont pas les leurs, qui ne sont pas dans leurs compétences. Elles sont victimes d'agressions. Les gens ne sont pas soignés comme elles devraient être soignés. Et ça, tout le monde le sait. Et c'est pour ça que ça me scandalise d'autant plus. Et Frédéric Valletoux, qui vient vraiment du monde de la santé. Donc il a une vraie connaissance du terrain. Et je ne comprends pas qu'on puisse pas agir. Le constat, il est fait depuis des années. Nous le connaissons tous. A priori, on a des solutions, mais je comprends pas. Le rôle du politique, c'est aussi passer les constats d'agir. Et malheureusement, dans l'action, on les voit moins. On poursuit les débats de l'été dans quelques instants avec vous, bien sûr, débatteurs, et puis avec vous également qui écoutez ce débat, ces débats 0826 300 300. Si vous voulez passer l'antenne, dites-nous ce que vous pensez de toute cette actualité. Vous choisissez bien sûr les thèmes que vous voulez évoquer à l'antenne, et puis dans quelques instants, je lirai aussi quelques-uns de vos commentaires sur Facebook. On reste ensemble avec vous, Anne Durez, Madi Sedi, et puis Nicolas Coratto. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. 11h moins le quart sur Sud Radio, on poursuit les débats de l'été avec nos débatteurs du jour, Anne Durez, Madi Sedi et Nicolas Coratto. On parlait il y a quelques instants de la saturation des urgences, quelques témoignages sur le Facebook de Sud Radio, notamment celui de Christine qui nous disait, Véronique, pardon, qui nous disait qu'à Toulouse, elle avait eu 22 heures d'attente avant une prise en charge. Témoignage de ce que vous disiez justement
finalement exemple de ce que vous racontiez tout à l'heure et de votre coup de gueule notamment. Madi Seydi, on poursuit les coups de cœur, les coups de gueule avec vous, Nicolas Corato. C'est un coup de cœur, on file aux États-Unis avec vous. Oui, parce que le quotidien des Français, il est impacté par les décisions qui vont être prises dans les jours qui viennent, mais il y a aussi une élection qui peut changer notre vie quotidienne. À nous, c'est l'élection de novembre aux États-Unis pour la présidentielle. Et à l'occasion de cette campagne, nous avons découvert non seulement Kamala Harris, après beaucoup de circonvolutions, mais on a découvert un personnage, son colistier, qui s'appelle Tim Walz, qui crève l'écran aux États-Unis, qui était quasiment inconnu et qui devient la coqueluche de cette élection, qui a fait un discours lors de son investiture avant-hier, parfaitement remarquable, qui à mon avis restera dans les annales des discours politiques. 15 minutes de discours, ça fait rêver quand on entend certains discours ici en France. 15 minutes de discours où il y a tout dedans. Il y a de l'émotion, il y a une présentation de sa personnalité, peut-être aussi de son intimité, je partage moins ces capacités-là, mais c'est très américain, et puis surtout beaucoup de discours politiques. Tim Walz, c'est un personnage intéressant, il est gouverneur d'un État rural, le Minnesota, il a grandi dans un petit village du Nebraska, c'est un enseignant du secondaire, entraîneur d'une équipe de football américain. Vous imaginez, en France, ça fait combien de temps qu'on n'a pas connu un enseignant ou un fonctionnaire aux plus hautes fonctions ? Eh bien, aux États-Unis, ce pays qu'on dit si élitiste, dont on dit qu'il faut beaucoup d'argent pour parvenir aux premières mandatures, on a peut-être un prochain vice-président issu de ce milieu rural, avec beaucoup d'humilité, puis quelqu'un qui, en même temps, a décidé de se focaliser sur des sujets de société très forts, la défense des libertés. Il n'a pas hésité, par exemple, à restreindre l'usage des armes dans son État. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup mobilisé sur le droit à l'avortement et pour protéger le droit à l'avortement pour les femmes. Et je trouve que dans son discours de 15 minutes, il y avait un passage incroyable sur la PMA, et où il racontait le combat que ça avait été avec sa femme pour avoir des enfants, pour lutter contre ce fléau qui est la stérilité, qui affecte de nombreux couples. Bref, je trouve que c'est un personnage très intéressant à regarder, et que cette élection américaine, au-delà de son résultat, elle doit nous amener aussi à réfléchir sur la qualité du discours politique, sur la qualité du personnel politique, qu'on a des choses à apprendre de ce que sont en train de produire les États-Unis, notamment le camp démocrate. Et la politique, ce n'est pas que du calcul, de la stratégie, c'est d'abord finalement aussi des propositions de fond. Anne Durez, ça vous fait réagir, ça aussi? C'est ce qui nous manque peut-être aujourd'hui, encore plus en ce moment, du côté de la politique française. Alors, bon, je partage complètement votre coup de cœur, et mon coup de cœur, si j'avais la possibilité d'en partager un autre, serait pour ce ticket présidentiel. Il y a quelques semaines, à l'intérieur de ce studio, mon coup de cœur portait sur Kamala Harris, femme de loi, non pas parce qu'elle est une femme de loi, mais parce ancienne procureure, oui. Voilà, ancienne procureure, et surtout parce que elle démontre en ce moment, on doutait un petit peu de sa capacité de leadership parce qu'elle était invisible, comme beaucoup de vice-présidents, de vice-présidentes aux États-Unis, c'est la fonction qui fait cela. Et elle démontre en ce moment à la fois sa capacité de leadership, sa fermeté et l'équilibre au travers des premières propositions de son programme qu'elle arrive à trouver, qui n'est pas un équilibre facile, entre la continuité du programme de Joe Biden, dont elle est comptable, d'une part, et d'autre part, le changement qu'elle envisage d'impulser si elle est élue à la tête des États-Unis. Et cette nuit, pour moi, a été courte. J'ai écouté son discours en direct. Et alors, au-delà du show que les Américains savent mettre en scène, elle a insufflé, en effet, un souffle de liberté. Et cette liberté dont on parle, liberté dans les droits, vous venez de le rappeler, dans l'exercice des droits, liberté dans la concurrence, dans l'exercice de la concurrence entre les entreprises. Elle se focalise sur les classes moyennes dont elle est issue, de même que son colistier. Et ce qui me frappe, c'est à la fois cette fermeté et cette capacité à parler d'elle-même et à refaire vivre ce rêve américain qui a façonné et construit cette société américaine depuis l'arrivée du Mayflower au XVIIe siècle. Et les jeux ne sont pas faits. L'élection va être serrée, mais moi qui suis une femme de loi, une juriste, je peux vous dire que quand on me parle valeurs démocratiques, liberté, le poids de la justice, de la séparation des pouvoirs,
Ça, ce sont des valeurs qui me parlent. Et pour terminer, oui, je crois que nos politiques pourraient s'inspirer de la recherche de l'intérêt général. On va certainement en parler. Trouver des compromis, c'est faire vivre l'intérêt général. Ça me paraît très important aussi en France. Madi Seydi, pour conclure rapidement oui. sur la politique américaine et cette investiture donc pour le camp démocrate de Kamala Harris. Et ce ticket avec Tim Walz. Vraiment en 2 mots. J'ai pas suivi les discours, mais effectivement, je trouve qu'on aurait des leçons à prendre des États-Unis sur leur capacité, en tout cas, à investir des gens qu'on ne voit plus en France. Je trouve que ça fait quelques années en France, on a une nouvelle, et puis c'est très bien qu'on ait du renouvellement, mais je trouve qu'on n'a plus le personnel politique à la hauteur, on n'a plus cette représentativité de la société française. Alors oui, dans les partis politiques, on est capable de prendre en étendard une personne issue du milieu rural, une personne issue de la diversité, comme on aime bien le dire en France, mais on ne les voit pas émerger. Voilà, et je trouve que on continue, en tout cas, ça continue à donner du rêve, et qu'on voit en Amérique, c'est encore possible. L'Amérique reste ce pays de tous les possibles. En France, à un moment, c'était possible. On a eu des ministres issus de milieux ruraux. Aujourd'hui, je trouve que malheureusement, on a des politiques qui sont médiocres et on ne fait pas émerger. Des politiques très parisiens, on l'a vu dans et on ne fait pas émerger. En province, on a des gens très bien dans tous les milieux sociaux. Et je trouve que ça contribue également au fait que les Français sont défiants de la politique parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans leurs représentants aujourd'hui. On va justement évoquer ces consultations du côté de l'Élysée en vue de la nomination d'un nouveau Premier ministre, puisque forcément ces enjeux-là aussi sont à évoquer dans le cadre de cette journée particulièrement importante du côté de la politique française. J'aimerais vous faire réagir tout d'abord très rapidement, avant de poursuivre, à ce qui se passe du côté de Grenoble, qui est en proie à une guerre des gangs pour le contrôle des 2 points de deal. 7 fusillades en quelques semaines. Après une convention passée avec la CAF, tenez, le parquet de Grenoble, les dealers condamnés se voient désormais supprimer leurs aides sociales totalement ou en partie. C'est une première, une exception en France. Est-ce que c'est une bonne initiative, Anne Durez ? Je trouve que c'est une excellente initiative et ce qui me parle dans ce que vous rappelez, c'est que la politique peut être efficace. Quand on est pragmatique, quand on a de la volonté et de la détermination, alors je ne dis pas qu'il faut mettre les politiques de côté et les débats de côté, mais voilà un exemple dont je ne sais pas s'il sera étendu, j'ai l'impression que ça n'est pas encore le cas à l'ensemble du territoire, mais frapper là où ça fait mal et surtout au portefeuille des dealers, enfin je me demande d'ailleurs pourquoi ça n'a pas pu être fait plus tôt. Voilà une excellente initiative, surtout dans une région qui est gangrénée, vous l'avez rappelé, par le trafic de stupéfiants. Et moi, je me réjouis de ce que cette collaboration entre la CAF de l'Isère et le parquet ait pu voir le jour, porte ses fruits. Je crois depuis que cette convention a été signée ou en quelques mois, il y a à peu près, de mémoire, plus de 50 trafiquants de drogue qui ont vu leurs aides sociales toutes confondues, supprimées, voire réduites. Eh bien, ça peut peut-être paraître symbolique à certains, mais je trouve que là où il y a du symbole, il y a aussi de l'efficacité. Parce que ça n'est pas rien, quand on parle d'aide sociale, c'est votre argent, c'est notre argent. Absolument. Ouais. Ce sont nos impôts. Justement, Madi Seydi, vous reprenez la parole, vous gardez la parole. Sur cette actualité-là, est-ce que vous vous réjouissez aussi de cette convention ? Oui, absolument. Je trouve que quand on est capable de dépasser des clivages et qu'on veut être efficace, on trouve de bonnes mesures et je trouve cette mesure efficace. Et j'ose espérer qu'elle sera étendue à d'autres territoires. Grenoble, depuis quelques mois, on en parle beaucoup. Ce territoire est gangréné par les trafics de drogue, la violence, l'insécurité. Et je trouve que parfois, il faut être capable d'avoir des mesures fortes. Il faut frapper là où ça fait mal. Et il n'y a pas de raison que les dealers continuent à être nourris, logés, parce que c'est quand même quelqu'un qui paye. C'est quand même les impôts qui payent derrière. En toute impunité, je trouve que cette mesure est forte. Et j'ose espérer qu'elle sera reconduite. Et même sur l'ensemble du territoire, on a d'autres territoires comme la Seine-Saint-Denis où franchement, ça ferait du bien.
Nicolas Corato, pour vous aussi, cette initiative de supprimer les aides sociales à ces dealers condamnés, c'est une initiative qu'il faut étendre, selon vous, à l'ensemble du territoire ? Il faut peut-être préciser que c'est une initiative très différente de celle dont on avait parlé ou qui avait été portée notamment par les Républicains, qui était une forme de peine accessoire. C'est-à-dire vous êtes condamné et vous avez une peine de suppression des allocations familiales. Je suis complètement contre ce genre de dispositif. D'abord parce que les peines ne sont pas dissuasives, on le sait. C'est pas parce que les peines existent que la délinquance n'existe pas. Et deuxièmement parce que déchoir les droits aux allocations familiales dans des ménages, ça sanctionne aussi parfois souvent des enfants qui n'ont rien à voir et rien à voir avec les actes délinquants de leurs parents et qui ne peuvent pas en être victimes collatérales. Ici, c'est complètement différent. La CAF demande finalement à des délinquants de rembourser les trop perçus liés à des fausses déclarations de revenus. C'est-à-dire, ils ne déclarent pas leurs revenus par essence puisqu'ils sont illégaux, et la CAF considère que c'est une fausse déclaration de revenus, comme ça peut vous arriver à vous. Si vous ne mettez pas à jour vos revenus à la CAF, on peut vous demander de rembourser des trop perçus, on peut arrêter de vous verser des allocations. Et donc je trouve ça intéressant parce que ça n'est pas l'accessoire d'une peine, ça n'a rien à voir. La CAF va simplement considérer qu'il y a un allocataire qui ne remplit pas ses obligations de déclaration de ses revenus réels. Et ça, je trouve ça intéressant. J'ajoute une chose, c'est que souvenez-vous d'une expérimentation qui avait été portée sous Jacques Chirac, qui avait demandé que dans chaque région, on regroupe les services fiscaux, les services sociaux, les services d'enquête de police pour démanteler les trafics et les réseaux. Moi, je pense qu'effectivement, que ce soit du côté social ou fiscal aussi, il y a beaucoup d'actions qu'on pourrait mettre en œuvre. Peut-être être un peu moins regardant au contrôleur sur le petit patron de PME qui a oublié de déclarer sa TVA ou qui a déclaré sa TVA avec 15 jours de retard, et peut-être se pencher un peu plus sur le niveau de vie réel d'un certain nombre de nos concitoyens qui manifestement provient de trafics illégaux. Je pense que là aussi, nos services publics auraient intérêt peut-être à se réorienter sur la délinquance financière et la délinquance liée au trafic de drogue. Sud Radio, il est à 10h56. Dans un instant, les infos. Et puis on poursuit ces débats de l'été avec vous, Anne Duraez, Madi Sedi et Nicolas Corato. Les consultations sont ouvertes depuis quelques minutes maintenant à l'Élysée en vue de la nomination d'un nouveau Premier ministre. Tenez, qu'attendez-vous de ces consultations et qui voyez-vous, qui souhaitez-vous à Matignon? Vous nous appelez 0826 300 300 et vous réagissez sur nos réseaux sociaux, notamment notre compte Facebook Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Les débats de l'été avec vous, 0826 300 300 et sur nos réseaux sociaux, les réseaux sociaux de Sud Radio, Twitter, Facebook, vous le savez notamment. C'est les débats de l'été, on poursuit avec nos débatteurs du jour, Anne Duraez, présidente de l'association Femmes de Loi, Madi Sedi, conseillère en communication d'influence, auteur du livre Française, venu d'ailleurs, publié chez Stock, et puis Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Les consultations sont donc ouvertes, ça y est, à l'Élysée en vue de la nomination d'un nouveau Premier ministre. C'est le nouveau Front Populaire qui a ouvert le bal. Ils sont arrivés il y a quelques minutes. Les présidents des partis et des groupes parlementaires sont reçus depuis 10h30 ce matin par Emmanuel Macron. La candidate de la gauche pour Matignon, Lucie Castet, est présente. Elle a d'ailleurs pris la parole devant l'Élysée avant de débuter ses consultations. Elle assure que le nouveau Front Populaire a conscience du fait qu'il va devoir chercher des compromis en l'absence de majorité absolue à l'Assemblée. Nous y sommes prêts, ajoute-t-elle. Nous sommes venus proposer une solution de stabilité. Nicolas Corato, première question, quelles sont les chances finalement de Lucie Castet de se retrouver à Matignon? Déjà, c'est intéressant parce que de jour en jour, on voit les inflexions qui sont en train d'être en œuvre dans le discours de Lucie Castet et des responsables du nouveau Front Populaire. Pour essayer de faire simple, même si c'est très très compliqué d'y voir un peu clair, faut se ramener aux fondamentaux. Il y a eu une élection et le nouveau Front Populaire est arrivé en tête, n'a pas la majorité. Donc il y a deux types de responsabilités. Il y a la responsabilité du président de la République, qui ne doit pas inverser les rôles, qui n'est pas député, qui est président de la République, et son rôle c'est de nommer un Premier ministre. Bon, il prend arithmétiquement le résultat des élections. Je vois pas quel autre choix il aurait que de nommer, si on est, je dirais, fidèle à la lettre des institutions, quel autre choix il aurait de nommer autre chose qu'une autre personne que Lucie Castet. Deuxième responsabilité, à cette première ministre, à ce camp de députés, de prendre la responsabilité de trouver une majorité, et donc un projet de majorité dans l'Assemblée nationale telle qu'elle est. Ce qui veut dire que le nouveau Front Populaire doit être conscient d'une chose,
c'est que l'application de son projet, de son programme, de tout son programme, rien que le programme, est complètement illusoire. Mais ne serait-ce que la présence d'un insoumis alors ça, c'est autre chose. Ça aussi. Non, mais c'est autre chose. Vous savez, les choses seront peut-être beaucoup moins clivantes qu'on ne l'imagine. Aujourd'hui, les pétitions de principe consistant à dire s'il y a un seul LFI au gouvernement, c'est motion de censure. Moi, ça me rappelle les histoires des ministres communistes en 81. Non, mais ils sont restés assez longtemps, les ministres communistes. J'ajoute une dernière chose sur ce sujet, c'est que il faut bien que les membres du Nouveau Front Populaire aient une conscience que ne fassent pas du Macron à l'envers. Les Français qui ont voté Nouveau Front Populaire, très majoritairement, ont voté pour empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir. Pas nécessairement pour le programme qui était présenté. Et donc, il faudrait pas que le Nouveau Populaire ait le même discours que M. Macron, lui-même élu par des gens qui ont fait barrage au Rassemblement national, qui disent « Vous m'avez élu, vous avez adhéré à mon programme ». Je suis pas sûr que ce soit aussi simple que ça. Madi s'est dit, question simple, est-ce que l'option Lucie Castet est déjà écartée ? Est-ce qu'on peut le dire ce matin ? Oui, moi j'ai bien l'impression que si le président Emmanuel Macron avait l'intention de suivre la Constitution à la lettre, il y a bien longtemps qu'il aurait nommé quelqu'un qui serait sorti donc des rangs de ceux qui ont été, en tout cas, qui ont remporté les élections, même en n'étant pas majoritaires. Et je crois que aujourd'hui, le président Macron, en tout cas la majorité, est claire, il ne souhaite pas gouverner avec les LFI, tout simplement. D'ailleurs, ça serait ingouvernable. Je ne sais pas où ils iraient chercher la majorité. Ils ne pourraient rien faire passer. Et la vérité, c'est qu'ils ont aussi un programme qui est impossible, que ce soit en termes de finances, que ce soit toutes les promesses qui ont été faites dans ce programme, elles ne sont pas réalisables. Et aujourd'hui, je pense qu'on entend beaucoup de noms passer. C'est juste des essais dans l'opinion, mais à mon avis... On va revenir tout à l'heure sur ces noms. À mon avis, l'option Castet, à mon avis... elle est déjà plus d'actualité à l'Élysée. Anne Durez, vous êtes d'accord avec cela ? Je partage ce que vous venez de dire. Moi, je pense qu'il y a d'autres options. Quelle est l'obligation du président de la République ? Oui, en effet, c'est de nommer un premier ou une première ministre. Pour autant, cette obligation n'est pas de le ou de la nommer comme étant issu de la famille politique ou de la coalition politique qui est arrivée en tête aux élections législatives. Enfin, il manque à peu près une centaine de députés, en gros, au Nouveau Front Populaire pour atteindre la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ça, c'est le premier point. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'obligation à cet égard. Deuxièmement, oui, il y a un programme du Nouveau Front Populaire, comme vous venez de le souligner, qui paraît quand même extrêmement difficile à mettre en œuvre. Il ne faut pas oublier quand même que le bilan économique, on peut dire ce qu'on veut de la majorité, du macronisme ou de la politique menée par notre président de la République, on peut en penser ce qu'on en veut. Mais le bilan économique n'est pas si mauvais que cela. Ça, deuxièmement. Et il y a quand même aussi en ligne de mire l'endettement. La France va devoir quand même rendre des comptes à Bruxelles concernant ces déficits. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Et je voulais aussi souligner que l'endettement de la France est tel, la dette publique est telle, qu'il va bien falloir trouver des solutions pour éviter de l'aggraver. Et enfin, quand même, dernier point, je vois mal comment les autres partis politiques issus du Nouveau Front Populaire peuvent continuer à être solidaires de la France insoumise, alors qu'on vient de voir, enfin on le sait, les représentants de la France insoumise tiennent des propos, je pense par exemple au conflit entre Israël et la Palestine, on va pas revenir là-dessus en détail, mais je pense à cela. Et puis il y a la demande de destitution, ou la menace de brandir cette demande de destitution du président de la République. Cette menace vient de la France insoumise, le reste des mouvements politiques de la coalition. Lucie Castet a pris ses distances avec oui, mais comment voulez-vous que ce Nouveau Front Populaire puisse continuer à former une coalition fiable, crédible, alors que les fissures sont déjà là. Enfin, je n'y crois pas un instant, mais je me trompe peut-être. Quelle autre alternative alors, Nicolas Corato ? Est-ce qu'il y a une alternative ? Vous avez compris que vous avez compris pour vous, il n'y en a pas. Je n'en vois pas d'autres. Alors, je vous pose la question, est-ce que, parce qu'on peut s'orienter aussi vers cela, est-ce qu'une coalition, on va dire, bloc central, peut réussir à s'imposer et qu'en pensez-vous, si c'est le cas, si ça arrive ? Je pense que on est dans une situation absurde, mais il faut se rassurer, nous ne sommes pas comptables de l'absurdité de cette situation. Finalement, si nous sommes dans cette situation, c'est par la volonté d'un seul homme qui a décidé de dissoudre au pire moment pour le pays. Donc déjà, il faut se rassurer, se rasséréner. Nous ne sommes pas coupables de la situation dans laquelle nous sommes et nous avons eu raison de voter en masse.
Et donc les Français ne sont pas responsables de l'état institutionnel du pays. Donc, je pense que c'est important parce que le discours est en train de monter. Deuxièmement, le bloc central, ça veut dire quoi ? Ça veut dire remettre au pouvoir une coalition, peu importe comment on l'appelle, qui a été sanctionnée à deux reprises très fortement aux élections. Mais qui va accepter dans le pays une solution institutionnelle de la sorte ? Moi, j'entends les attentes objectives, la dette, mais c'est pas du tout pour ça qu'ont voté les Français aux dernières élections législatives et européennes. Il y a une chose de sûre, c'est que les Français ont voté contre la majorité au Rassemblement national et contre la majorité présidentielle. Je ne sais pas sur quoi ils attendaient d'autres sujets, mais ça, on en est certain. Donc moi, aujourd'hui, le vrai sujet, c'est le sujet du programme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pendant un an pour éviter que le Rassemblement national ne soit majoritaire dans un an ? Après, Et je pense que si vous voulez non pas un bloc central, mais peut-être un projet d'union, il y a 3 sujets. Il y a le pouvoir d'achat, il y a la dette et il y a l'immigration. Voilà ce sur quoi Lucie Castex devrait travailler si elle veut réunir de briques et de broc une majorité qui puisse tenir la route. Il y a aussi un risque concret, c'est que rien ne sorte de ces consultations. Ça, c'est un risque qui existe, Mali Seydi, finalement. Oui, je pense que c'est possible. Ces consultations, il fallait qu'elles aient lieu. Ça fait quand même un moment qu'on n'a pas de gouvernement nommé. Donc moi, je serais plutôt, en tout cas, ma vision à moi, c'est qu'on parte plutôt sur un gouvernement avec un bloc central. Et quoi qu'on dise, effectivement, ce qui vient d'être dit est très juste sur le fait que les Français ont voté effectivement contre le gouvernement et évidemment contre le Rassemblement national. Ça serait difficile à comprendre quand même pour un grand nombre de Français. Absolument. Mais comme les Français n'ont pas compris, entre le premier et le deuxième tour, pourquoi l'espèce d'accord qui n'était pas un accord tacite entre justement le Nouveau Front Populaire et Renaissance, qui se sont quelque part fait des accords sur les circonscriptions. Et ça, les Français ne l'ont pas compris. Et c'est difficile aujourd'hui de leur dire, écoutez, on ne voulait pas depuis 2022... On est contre LFI. Aujourd'hui, on se remet ensemble pour contrer le Front National. Et aujourd'hui, non, il faut pas gouverner avec eux. Moi, je penche plutôt vers un gouvernement centriste. Peut-être que aujourd'hui, le gouvernement va aller chercher à gauche des gens avec qui ils peuvent gouverner. Certainement aussi avec les LR. Ça, je pense qu'ils en auront certainement. Après, il y a le MoDem. Il y a aussi il y a le groupe Lyotte. Mais en toute honnêteté, moi je ne vois pas du tout comment ils pourraient gouverner. Il leur manquera à eux aussi la centaine de députés dont Madame Durez se faisait état. De toute façon, aucun groupe n'a une capacité aujourd'hui à elle-même de lui seul. Et il doit aller chercher plus d'une centaine de députés pour le devenir. C'est quand même une gageure. Alors à voir si on a un bloc central qui se dégage, allant DLR jusqu'au PS, les écologistes, ça c'est la question qui va se poser aussi aujourd'hui. Un gouvernement étiqueté bloc central, Anne Durez, ça peut être une solution de sortie de cette situation d'impasse politique aujourd'hui. Est-ce que ça peut être une solution démocratique à ce qui se passe aujourd'hui et respectueuse aussi des résultats, tout simplement des élections législatives? Mais moi, je le crois. C'est-à-dire que, premièrement, je suis convaincue qu'on ne peut pas gouverner dans la radicalité. Faire passer des réformes, les adopter, ça nécessite un débat apaisé. On peut ne pas être d'accord, on peut être ferme, mais on doit débattre de manière apaisée. Et il y a certaines formations politiques, je pense par exemple à la France Insoumise, qui on le constate, tient des propos au travers de ses représentants, prend des postures, des positions qui sont des positions radicales, voire tiennent des propos antidémocratiques. Ça, c'est ce que je constate. Ça divise déjà, d'ailleurs, au sein même du Parti Socialiste. Absolument, absolument. C'est pour ça que je disais il y a un instant... Raphaël Glucksmann, d'ailleurs, est en train de faire un pas de côté. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, tout le monde est d'accord me semble-t-il, pour que le pouvoir d'achat des Françaises et des Français s'améliore. Donc, comment y parvenir ? Il y a eu cette dissolution, il faut bien trouver une solution. Mais je pense qu'il serait dangereux, y compris pour le président de la République, pour le fonctionnement de notre démocratie, de laisser les choses comme ça, non pas filer, mais de nommer quelqu'un dont on saurait que cette personne-là, Lucie Castex ou une autre, ne pourra pas très rapidement obtenir une
coalition, même sur un projet législatif, je pense que ce serait dangereux, parce que ce serait perdre du temps. La France a besoin d'être réformée, ou de continuer à être réformée. Donc moi, je ne crois pas à cette option. Encore une fois, je peux me tromper. Et un bloc centriste, oui, il faut que nos politiques, et c'est peut-être là que très concrètement, le président de la République va entendre de la part de tel ou tel une volonté exprimée ou pas de trouver des compromis. On ne peut pas gouverner sans compromis. Donc les autres pays y arrivent bien, pourquoi pas la France? Je parlais il y a un instant, en parlant des États-Unis, de la recherche de l'intérêt général. Moi, comme citoyenne, vous voyez, j'attends des politiques, femmes et hommes, qu'ils soient en recherche de l'intérêt général afin de faire leurs propres calculs politiques et politiciens. Comment sortir de la passe? 11h16 sur Sud Radio. On poursuit les débats de l'été avec nos débatteurs du jour, Anne Durez, Madi Sedi et Nicolas Corato. Tenez une réaction sur le Facebook de Sud Radio. Aucun des prétendants au poste de Premier ministre ne sont ministrables. Désolé, aucun changement positif en faveur du peuple ne pourra se faire avec ces gens-là. Je cite en l'occurrence Jean-Baptiste qui nous écrit donc sur le Facebook de Sud Radio. Justement, les prétendants, quels sont-ils? Des noms déjà, fuite volontairement, on imagine. On fait le point juste après ça. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Qui pour le poste de Premier ministre, qui pour Matignon? C'est la question qui se pose aujourd'hui alors que les consultations sont ouvertes depuis bientôt 1 heure maintenant à l'Élysée en vue de la nomination de ce nouveau Premier ministre. Consultations qui se sont ouvertes avec le nouveau Front Populaire, les LR suivront. Puis le camp présidentiel, le groupe Lyotte, la gauche radicale, le RN et ses alliés seront eux reçus lundi. On continue d'en débattre, les débats de l'été avec nos débatteurs du jour. Anne Durez, présidente de l'association Femmes de Loi, Madi Sedi, conseillère en communication, auteur du livre Française venue d'ailleurs, publié aux éditions Stock. Et puis Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, qui pour Matignon, on va, avant de vous entendre chacun au standard 0826 300, c'est Luc qui nous attend du Val-de-Marne. Bonjour Luc. Bonjour Benjamin, bonjour à vos invités. Bienvenue sur Sud Radio, Luc. Question toute simple, vous voyez qui à Matignon? En tout cas, qui souhaitez-vous voir à Matignon? Écoutez, je vous dirai ça dans un tout petit instant, mais je voudrais avant dire que la France ne peut plus se permettre d'être gouvernée par des compromis. Un bloc central ne sera que la ressucée de ce que nous connaissons depuis des lustres, et je pense que on veut nous vendre une gouvernance de compromis, mais je pense que c'est plutôt l'avenir de la France et des Français qui est compromis. Je voudrais dire à monsieur Nicolas Corato que les Français ne se sentent coupables de rien dans le chaos actuel. Les Français se sentent coupables d'une chose, peut-être, c'est d'avoir réélu, après son premier mandat désastreux, d'avoir réélu M. Macron. Ça, ils peuvent se sentir coupables. Et je voudrais aussi dire à M. Corato que nous en avons assez qui vous écoute, hein, d'entendre dire qu'il faut éviter une gouvernance Rassemblement national. Il faut faire barrage au Rassemblement national. Les Français font ce qu'ils veulent, M. Corato. C'est pas vous, ni quelqu'un d'autre qui va dire ce que les Français décident et ce qui est bon pour les Français. Ça, c'est une chose. Moi, je vois, si vous voulez, dans cette situation, qui est alors est-ce que Nicolas Corato peut vous répondre avant que vous poursuiviez? Nicolas Corato, vous avez été interpellé à l'instant. Merci Luc de votre interpellation. Deux choses. D'abord, j'ai pas dit que les Français étaient coupables. J'ai dit qu'on allait essayer de les rendre coupables de la situation politique dans laquelle nous sommes. Premier point. Et deuxièmement, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est les Français qui décident si le Rassemblement national doit arriver ou pas au pouvoir. Et manifestement, aux dernières élections législatives, à près de 70%, ils ont fait un autre choix que le Rassemblement national. Après des désistements, c'est important mais en votant, de le préciser. Les gens ont voté, Luc. Pour le second tour. Luc, rapidement, vous voyez qui pour Matignon, ou en tout cas, qui souhaitez-vous voir à Matignon? Monsieur Corato, vous savez très bien que cette élection a été volée dans la mesure où des gens qui se détestaient 10 minutes avant... Ils avaient le choix, en tout cas, Luc, entre un candidat RN et un candidat en face. Ils ont fait leur choix au second tour, majoritairement. Bon, moi, comme Giscard d'Estaing l'a fait en son temps, moi, je pense qu'il faut
mettre à la gouvernance de ce pays une équipe de très 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 bons techniciens, aussi bien en finance qu'autre chose. J'ai jamais compris, excusez-moi, je suis peut-être un peu naïf, comment un ministre pouvait passer de la culture à l'agriculture. Ça m'a toujours un petit peu choqué, et je crois que je suis pas le seul. Moi, je vois un bon spécialiste en matière des finances, parce que je crois que c'est, avec l'immigration, le poste le plus important. On a une dette abyssale. La seule solution que d'aucuns voient, et même chez les macronistes d'ailleurs, c'est de consolider cette dette avec l'épargne des Français. Et ça, j'avoue que ça me laisse un petit peu baba comme façon de faire. Merci Luc d'avoir été avec nous au 0826 300 300. Bonne journée à vous. Anne Durez, un profil financier pour Matignon, ça peut être une solution intéressante, une option intéressante? Pourquoi pas, mais je pense que quel que soit le profil, il faudra que ce soit une femme ou un homme capable de rassembler, ou en tout cas de trouver, que ça nous plaise ou non, capable de trouver des alliances. Ça peut être des alliances projet par projet. La droite républicaine a parlé d'un pacte législatif, enfin c'est à peu près dans ces termes-là. Je pense que quand il n'y a pas de majorité, vous voyez, c'est un fait, il n'y a pas de majorité pour aucun des mouvements politiques ni pour aucune des coalitions. Donc on peut gouverner à coup de 49-3 dans le cadre de la Constitution. Mais souvenons-nous de la difficulté qu'ont eu certains premiers ministres ou certaines premières ministres à faire passer des réformes structurantes en ayant essayé de négocier, bien ou mal, j'en sais rien, moi je pense que c'est très compliqué, mais bref, et d'avoir eu recours au 49-3. Donc le profil, pourquoi pas un profil technicien, mais si c'est un profil technicien et non politique, ça va aussi poser problème. Alors, il y a des noms, justement, politiques, très politiques, qui sont évoqués. Le cas notamment Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, éphémère, sous François Hollande. C'est un nom qui revient beaucoup. Tenez, on va écouter tout de suite, à ce sujet, ce qu'en pense Benjamin Lucas, député du groupe écologiste et social. C'était ce matin sur Sud Radio, au micro de Jean-Marie Bordry. Le groupe socialiste, le parti socialiste, les parlementaires socialistes soutiennent Madame Castet et vont ensemble avec les autres formations politiques à Matignon. Le journal Le Monde disait la semaine dernière qu'une bonne partie des caciques du PS étaient quand même tentés par l'hypothèse Bernard Cazeneuve. Non, mais je vous dis qu'il n'aura pas le soutien de la majorité du groupe socialiste. Voilà pour cette réaction, c'était ce matin sur Sud Radio. Madi Sedi, la solution Bernard Cazeneuve, est-ce que ça peut être une solution envisageable pour sortir de cette crise-là, de cette difficulté à trouver une majorité de gouvernement? C'est compliqué. Si déjà il est pas soutenu par son parti, le Parti socialiste, c'est compliqué. Et puis Bernard Cazeneuve. On voit mal quand même François Hollande ne pas soutenir, ou un Raphaël Glucksmann éventuellement qui n'est pas à l'Assemblée bien sûr, mais ne pas soutenir un Bernard Cazeneuve à Matignon. Et puis je trouve que c'est une forme de renonciation et d'échec politique, parce qu'on va chercher finalement ce que les Français avaient bouté. Voilà, donc je trouve que ça voudrait dire qu'on n'a pas de personnel politique aujourd'hui qui soit capable. On va chercher des gens qu'on a déjà eu avant. Il a été ministre sous François Hollande. François Hollande n'a pas été reconduit effectivement parce qu'il il s'est pas présenté. Mais en tout cas, le Parti socialiste n'était pas plébiscité. Alors maintenant, qui on mettrait, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas. Alors qu'on mette quelqu'un qui soit financier, technicien, pas trop non plus, parce qu'il faut aussi quelqu'un qui soit pas trop techno aussi, il faut que ce soit quelqu'un qui soit politique, qui connaisse le terrain. Ce qu'on reproche aujourd'hui à la majorité, c'est aussi d'être hors sol. Donc il faut quand même réunir pas mal de qualités politiques, être stratège, connaître les finances, avoir assez aussi de réseau dans l'administration, parce qu'on sait combien est-ce que ça peut être compliqué de gouverner quand on n'a pas l'administration avec soi. Donc honnêtement, là, je ne vois pas qui pourrait sortir du lot. L'option, la possibilité Bernard Cazeneuve, vous en pensez quoi, Nicolas Corato? Je pense que c'est une personne qui a des qualités d'homme d'État remarquables, mais je pense que c'est complètement illusoire d'imaginer qu'il pourrait entraîner avec lui ne serait-ce qu'une partie du NFP. Regardez quand même la différence de comportement entre François Hollande, qui est quand même son mentor en politique, et Bernard Cazeneuve. François Hollande a fait le choix du NFP. D'ailleurs,
ce ne sera pas le cas, mais finalement, est-ce que c'est pas l'homme de la synthèse qui est François Hollande qui aurait la meilleure capacité à tenir un gouvernement? Bon, je referme la parenthèse parce que j'imagine que sur les réseaux sociaux, on va très vite me féliciter, me remercier, j'imagine. Mais Bernard Cazeneuve n'a pas la capacité politique actuellement d'entraîner une majorité derrière lui. Au contraire, je pense qu'il sera vécu comme un repoussoir par la gauche. Il faut se souvenir quand même que Bernard Cazeneuve, pour une grande partie de la gauche, y compris au PS, c'est l'homme de la loi travail El Khomri. Il faut se souvenir que à gauche, qui avait déclenché des mobilisations énormes. À gauche, il y a une mémoire des luttes sociales, y compris au Parti socialiste. Et j'ajoute d'ailleurs que Bernard Cazeneuve n'est plus membre du Parti socialiste et ne cesse de le rappeler. Donc, c'est un homme d'État remarquable, qui a d'admirables qualités et d'admirables capacités, mais je pense que la situation politique ne lui est pas du tout favorable. Et pourquoi pas un élu local? Tenez, on va se poser la question dans quelques instants avec vous, 0826 300 300, et puis avec nos débatteurs du jour, Anne Durez, Madi Sedi et puis Nicolas Corato. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Les débats de l'été avec nos débatteurs du jour, Madi Sedi, Anne Durez, Nicolas Corato. On poursuit ces débats alors que le nouveau Front Populaire, donnant un petit peu de leurs nouvelles, ils sont toujours enfermés à l'Élysée. Oui, les consultations qui ont débuté du côté de l'Élysée avec Emmanuel Macron qui va recevoir l'ensemble des forces politiques pour tenter de trouver une solution, de nommer un nouveau Premier ministre. Et tenez, pourquoi pas un élu local? Un nom revient, un autre nom, on parlait de Bernard Cazeneuve tout à l'heure, ce nouveau nom c'est Karim Bouamrane. Ça fait quelques jours déjà qu'on en parle, qu'on entend ce nom, il est maire PS de Saint-Ouen. Écoutez ce qu'en pense Loïc Hervé, vice-président du Sénat, sénateur Union centriste de Haute-Savoie. Il était l'invité Sud Radio de la matinale de Jean-Marie Bordry. Pour moi, c'est monsieur Nobody, je le connais pas ce monsieur. Donc c'est charmant pour lui. J'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, il est sans doute très intéressant. Vous imaginez une personne comme le maire de Saint-Ouen en capacité de donner des arbitrages face à une administration comme celle de Bercy au moment où on va devoir construire un budget pour le pays. Donc je vous dis franchement les choses, je ne connais pas cette personne et je veux pas dire de mauvaises choses le concernant, puisque vous l'avez appelé Mr Nobody, c'est parce que je le connais pas, et que les Français ne le connaissent pas. Monsieur Nobody, Karim Bouamrane, vous avez entendu à l'instant. C'était Loïc Hervé, vice-président du Sénat. C'est Monsieur Nobody, le Corato, cet élu local, ce maire PS de Saint-Ouen. Est-ce que vous envisagez le voir à Matignon? C'est un très mauvais argument, le Mr Nobody. Je rappelle que dans l'histoire politique de notre pays, on a eu des premiers ministres qui étaient des Mr Nobody, qui ont laissé de très très bons souvenirs. Monsieur Pinet, et plus récemment, Monsieur Castex, que personne ne connaissait quand il est arrivé aux fonctions, et qui n'a pas démérité, qui est resté très populaire. Donc la notoriété n'est pas un critère de sélection. En revanche, il y a la question de l'expérience, effectivement, et de la compétence à régler et à gérer des budgets, des enjeux mais on pourrait poser cette même question à l'actuel Premier ministre, Gabriel Attal, qui n'avait pas plus d'expérience que M. Bouamrane sur le sujet. Moi, ce qui m'intrigue quand même, c'est qu'on n'arrive pas à trouver des noms. Et pourquoi on n'arrive pas à trouver des noms? Pas simplement parce qu'on personne ne veut y aller, mais peut-être parce que personne ne veut y aller, ce qui pose une autre difficulté. C'est-à-dire qu'à un moment, on veut bien entendre que le moment est grave, qu'il faut l'union nationale, que tous les hommes et les femmes de bonne volonté doivent faire preuve de responsabilité, mais où sont les grandes compétences, les grandes expériences? Qui sont ceux qui ont fait acte de candidature? Franchement, personne. Donc, c'est des moments comme ça où on attend des hommes qui prennent leurs responsabilités et qui effectivement mettent à l'écart leurs enjeux personnels pour donner finalement une part de leur destin au destin national. Anne Durez, manque de courage de la part de certaines figures, on va dire, de la politique? Moi, je dirais les choses un petit peu différemment, même si je vous rejoins sur le fond ce qui a été dit. Je pense que le courage doit venir des mouvements politiques. Ce sont les mouvements aussi, et bien sûr, les mouvements, les partis sont incarnés. Bon. Mais tant que les partis politiques, au travers certes de leurs représentants, n'auront pas mis en avant leur volonté de défendre l'intérêt général, on ne pourra pas trouver de solution. Et la solution sera peut-être, ça a été évoqué tout à l'heure, la nomination d'un ou d'une haute fonctionnaire technique, techno. Mais l'intérêt général, c'est quand même de trouver des solutions pour le pays. Et quand j'entends certains représentants de certains mouvements politiques nous dire c'est l'application de tel programme et pas autrement, alors certes avec peut-être quelques inflexions récentes, notamment de la part de Mme Castet, mais je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faille, dans ce contexte,
présenter les choses. L'heure est quand même grave pour le pays. Qu'on soit d'accord ou pas avec cette dissolution, elle a eu lieu. Et ça fait quand même quelques mois maintenant. Il y a un budget qui va devoir être adopté. Le Premier ministre actuel démissionnaire a envoyé des lettres de cadrage, en reprenant les mêmes budgets que l'année passée. Bon, mais qui va adopter ce budget ? Il faut bien qu'il soit adopté. Donc si chacun campe sur ses positions, enfin, c'est assez, j'allais dire, basique, pardon pour l'expression, ce que je dis, mais l'intérêt général, c'est ça. C'est voir quel est l'intérêt du pays avant son intérêt propre. J'aimerais qu'on reste justement sur cette notion d'intérêt général. Mali Seydi, c'est finalement le grand oublié de cette séquence politique. Absolument, et puis je crois que ça fait déjà quelques années qu'en France, malheureusement, la politique a perdu ses lettres de noblesse, notamment cette question d'intérêt général, qui en réalité est la première raison. Ce n'est pas conjoncturel, c'est-à-dire que pour vous c'est quelque chose qui vient de plus loin ? Oui, je pense que c'est quelque chose qui vient de plus loin, et d'ailleurs on le voit dans tous les partis. Aujourd'hui, quel parti est prêt à se dire, je mets mon ego de côté, je mets mes questions dogmatiques et idéologiques de côté, et je me focalise uniquement sur l'intérêt de la France, et pour l'intérêt de la France, pour qu'on puisse proposer des solutions aux Français qui n'en peuvent plus, pouvoir d'achat, insécurité, immigration, et j'en passe, il y a plein d'autres sujets. Quels sont les partis politiques qui aujourd'hui sont prêts à mettre carte sur table en disant on parle, on discute ensemble? Très peu en réalité. Chacun pense à son précaré, chacun pense à l'étape d'après. LFI, il pense à l'étape d'après, c'est 2027 pour Mélenchon. Le RN pense également à l'année prochaine. Une dissolution, c'est ce qu'il demande. Certains déjà plaident pour une dissolution. Donc en fait, tant que les politiques n'auront pas été capables de se dire finalement, nous sommes là parce que les Français nous y ont mis et on a un pacte avec les Français et c'est la défense de l'intérêt général, ce genre de situation, on continuera à en avoir malheureusement. Ça fait quelques années que ça dure. Je crois que la politique politicienne a pris la place de l'intérêt général qui faisait que la politique était quelque chose de noble. Et il y a une colère, très clairement, il y a une colère de la part des Français et c'est pour cela aussi qu'ils se sont largement mobilisés aux élections législatives, au-delà d'un vote sanction aussi à Emmanuel Macron. Nicolas Corato, qui est le Premier ministre pour défendre justement cet intérêt général selon vous? Mais toute la difficulté, c'est de définir cet intérêt général. Et la difficulté dans laquelle on est, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre ce que le peuple français a voulu dire au second tour des législatives. On comprend négativement deux choses, pas le RN, plus Emmanuel Macron, ça c'est assez clair, mais positivement, qu'ont voulu dire les Français sur ce qu'ils entendent comme projet national. C'est un vote de rejet commun au sens propre. Je dis pas que c'est un vote de rejet, je dis que c'est un vote illisible. Et franchement, moi, je suis très... On a voté contre. J'ai l'impression qu'on vote de plus en plus contre et plus pour. Personne n'est en capacité de dire véritablement ce qu'ont voulu envoyer comme message les Français lors de cette élection législative. Et donc, c'est très compliqué de définir un intérêt général sur cette base électorale-là. D'où effectivement les tentations d'en faire abstraction, ce qui est en train de faire le président de la République, ou de jouer la montre. Mais chaque jour qui passe, où nous avons ces débats, ce sont des jours qui renforcent la position du Rassemblement national. Et nous sommes finalement dans une course contre la montre. Vous parliez de l'échéance de la dissolution peut-être. En tout cas, la défiance des Français vis-à-vis mais le risque que prend le camp démocratique, pardonnez-moi de le qualifier ainsi, et je le mets très très largement, c'est effectivement de faire la démonstration qu'il est incapable d'empêcher l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Et c'est une responsabilité, à mon avis, qui est partagée. L'intérêt général, avant d'être incarné, il doit être défini. Et je ne sais pas, moi, ce que veulent les Français. Par exemple, je ne suis pas sûr que les Français souhaitent qu'on continue des réformes structurelles. Vous voyez, je ne dis pas que les réformes structurelles ne sont pas bonnes pour le pays, mais je ne suis pas sûr que la population suit sur ce sujet-là. Et ça, c'est aussi des sujets qu'on devrait se poser. Est-ce qu'il faut continuer à réformer, coûte que coûte, au sabre au clair, ce pays, en heurtant, en divisant, en clivant la population? Et par exemple, l'épisode de la réforme des retraites, quoi qu'on pense sur le fond de cette réforme, en termes de fond, en termes de messages envoyés aux Français, a été délétère. Je parlais de l'intérêt général, grand oublié de cette séquence politique. Peut-être notre acteur oublié de cette séquence, c'est le RN, d'une certaine manière. On ne peut pas faire sans le RN, disait Julien Audoul ce matin, député Rassemblement National. Anne Durez, quelle place pour le RN dans ces consultations, dans ces discussions et dans la nomination éventuelle à venir d'un nouveau Premier ministre?
Alors ça, c'est le président de la République qui nous le dira à l'issue de ces consultations. La réalité est que le Rassemblement national fait partie de l'un des 3 blocs qui s'est dégagé à l'issue du second tour des législatives. Donc, on ne s'oriente pas en tout cas vers un gouvernement RN. Je ne crois pas en effet, mais moi je réponds factuellement, voilà, à votre question. Tout à fait. Alors, est-ce que vous permettez que je revienne un instant sur cette notion d'intérêt général dont on parle un petit peu? Les Français, me semble-t-il, ont exprimé des préoccupations. Alors, on peut trouver que ce sont des votes exprimant des contradictions, mais les Français ont, il me semble encore une fois, exprimé des préoccupations. La préoccupation de leur pouvoir d'achat. La préoccupation de traiter le sujet de l'immigration insuffisamment contrôlé aux yeux et pour l'opinion d'une majorité des Français. La préoccupation, tout en voulant légitimement un meilleur pouvoir d'achat, la préoccupation de la dette du pays. Donc c'est pour ça que j'ai entendu... Enfin, il me semble avec que des enjeux parfois, on a l'impression contradictoires. Vous avez raison. Ouais. En effet, il y a comme des injonctions. Quand on parle d'injonctions contradictoires, là, il y a des injonctions qui sont en effet un peu contradictoires, un peu ou beaucoup contradictoires. Comment arriver à trouver, c'est ce que j'ai entendu dans la bouche de certains politiques. On parlait de Bernard Cazeneuve. Il n'a peut-être pas le soutien du Parti socialiste, mais lui comme d'autres, il n'est pas le seul, Xavier Bertrand ou le président du Sénat ou d'autres politiques qui sont finalement assez nombreux, ont exprimé la volonté de trouver un terrain d'entente. Certains parlent de coalition, d'autres de pacte législatif, sur 3 ou 4 sujets majeurs de préoccupation pour nos concitoyens et pour notre pays. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question de l'intérêt général, mais il me semble que l'intérêt général, c'est à la fois de mettre ses ambitions personnelles de côté pour essayer de comprendre et de répondre aux préoccupations majeures des Français, c'est ça. Et cet intérêt général, il me semble qu'il peut varier. Les sujets peuvent varier au fil des décennies, au fil des années. Il y a un peu de cela. J'aimerais qu'on termine très rapidement. Alors je vais être un brin, voire beaucoup provocateur, mais il y a un autre nom pour terminer avec cela qui revient aussi ces derniers jours. C'est Gabriel Attal, le Premier ministre démissionnaire. Est-ce qu'il peut se retrouver ou rester à Matignon? Il paraît qu'il y a un sondage qui dit que ce serait le candidat favori des Français. Ça vous fait réagir, Madi Sedi? Vous en pensez quoi de ça, de cette option qui semble assez incroyable? C'est incroyable, mais c'est surtout, ça démontre tout le paradoxe en fait de la volonté des Français, parce que finalement on n'y comprend plus rien. Aux législatives, c'était on ne veut plus de ce gouvernement, donc il y a eu une espèce de vote contre, une espèce de vote sanction, et aujourd'hui quand on leur demande qui est-ce que vous voulez voir comme Premier ministre, et ils disent tous Gabriel Attal, donc c'est vraiment à en perdre son latin. Néanmoins, j'ai beaucoup de mal à voir comment Gabriel Attal pourrait rester Premier ministre. Néanmoins, ce n'est pas exclu. Moi, je continue à croire que ça va être une coalition centriste. Donc, je pense que le Premier ministre peut sortir aussi bien des rangs de Renaissance que du MoDem que de LR. Un mot rapide, Nicolas Corato. Oui, ça vous fait bondir. J'ai envie de rendre un hommage à Alain Delon en citant cette phrase du Guépard: il faut que tout change pour que rien ne change. La ficelle serait un peu grosse. Je rejoins exactement ce que vous venez de dire. On a du mal à lire les résultats de cette élection législative. Enfin, on a bien lu quand même la sanction portée à l'équipe en place. Donc que le même Premier ministre continue avec peut-être un gouvernement renouvelé l'aventure à Matignon, franchement, ça voudrait dire véritablement que le président de la République ne prend aucun compte des résultats des élections législatives. Merci beaucoup, merci à Nicolas Corato, merci à Madi Sedi, Anne Durez d'avoir été avec nous ce matin pour ces débats de l'été. On va suivre bien sûr l'évolution de cette journée, de ces consultations à l'Elysée avec des nouveaux débats à suivre. Ce sera à 17h, notamment avec les vraies voix de Sud Radio de Frédéric Brindel. 11h45, on revient nous dans quelques instants, quelques tout petits instants. On avait essayé d'avoir, on n'avait pas réussi tout à l'heure, l'avocate de Mehdi Nargissi. Vous savez, c'est ce jeune espoir du rugby tricolore qui a disparu, emporté par une vague au large d'une plage d'Afrique du Sud. La famille qui a porté plainte. Son avocat, justement, est là. On l'accueille dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est 11h48, 2 semaines après la disparition de Mehdi Nargissi au large de l'Afrique du Sud. Sa famille porte plainte. Le jeune espoir du rugby tricolore, 17 ans, participait à un tournoi avec l'équipe de France des U18. Il a été emporté par une vague lors d'une séance de récupération musculaire dans l'eau froide sur une plage réputée dangereuse. Des panneaux alertent d'ailleurs à ce sujet des risques pris en cas de baignade. Bonjour maître Édouard Martial. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. De nouveau, la ligne n'était pas bonne tout à l'heure. Oui, elle l'est, on vous entend très bien. Vous êtes l'avocat des parents et de la sœur de Mehdi Nargissi. C'est vous-même qui avez saisi pour eux le procureur d'Agen. J'imagine, maître, que cette famille est aujourd'hui anéantie, qu'elle veut tout simplement comprendre comment leur fils ou frère a pu se retrouver dans cette eau le 7 août dernier. Oui, le constat, c'est celui que vous faites, c'est-à-dire que moi, j'ai affaire à une famille totalement dévastée par le chagrin, par la douleur. Les larmes sont toujours à fleur d'yeux et difficile, bien sûr, d'apaiser tout ça. Ils veulent effectivement comprendre. Ils sont 3. Je ne compte même pas leurs amis qui sont à leur soutien et ils veulent savoir pourquoi, comment leur enfant et d'autres enfants se sont retrouvés sous la responsabilité d'encadrants adultes sur une plage et dans un océan particulièrement dangereux et ce jour-là déchaîné puisqu'il y avait des vagues de 3 et 4 mètres. Vous avez donc porté plainte, on va revenir sur les faits. Vous avez d'abord porté plainte, donc je le disais, saisi le procureur d'Agen en vue de l'ouverture d'une information judiciaire. Est-ce qu'elle a été ouverte, cette information judiciaire, et est-ce que la famille a pu être auditionnée ? Alors je vous réponds immédiatement sur les 2 aspects. La procédure, bien évidemment, d'information n'est pas encore ouverte. Elle devrait l'être dans les jours qui viennent, mais je pense très rapidement. Et les parents de Mehdi, ainsi que Inès, la sœur de Mehdi, seront auditionnés très très rapidement par les services de police. J'en ai reçu l'assurance. Et à partir de cet enregistrement de leur déposition et donc de leur plainte et de tous les éclaircissements qui appellent réponse, la procédure d'information sera immédiatement ouverte. Oui, il y a urgence à notamment à entendre aussi ces témoins tant que les souvenirs, la mémoire est encore là, quoi. Le plus important, effectivement, dans le cadre de cette information, c'est de permettre le plus rapidement possible et le plus complètement possible de savoir les conditions dans lesquelles, pour ces jeunes gens, qui encore une fois sont tous mineurs, mais également pour les encadrants qui sont tous majeurs, savoir, comprendre comment ils se sont retrouvés à cet endroit-là, alors qu'il suffit de lever les yeux pour savoir qu'il ne faut pas y aller, qu'il ne faut pas y nager, et que toute personne avertie sait à quel point cette plage est réputée dangereuse et que même les plus avertis des surfeurs, notamment sud-africains, répugnent à y aller, sinon dans des circonstances particulièrement favorables. En tout cas, ce jour-là, c'était pas possible de lâcher des mineurs dans des conditions pareilles. Ça fait partie, j'imagine, des témoignages que vous avez recueillis de la part de certains jeunes qui étaient présents au moment de la disparition de Mehdi Nargissi, des jeunes, forcément, on le disait tout à l'heure, sous le choc. Qu'est-ce qu'ils vous racontent d'autre et que vous apprend tout simplement leur témoignage aujourd'hui ? C'est-à-dire que les témoignages des enfants, nous n'en avons pas. En revanche, nous avons été très scrupuleusement tenus informés des auditions qui avaient été réalisées par les enquêteurs sud-africains et notamment les auditions de certains encadrants. Donc on sait, pour reprendre d'ailleurs une expression qui a été employée par d'autres que moi, et pas par n'importe qui, mais par le président de la Fédération française de rugby, il y a une absurdité totale à décider de mettre les enfants sur cette plage et d'y descendre, qu'on soit adulte ou mineur. Mineur, c'est encore plus grave, bien évidemment, et c'est la procédure qui, sans doute, démontrera. Mais personne ne devait y aller. C'était pas prévu, même au planning, d'aller sur cet endroit-là. Donc, absurdité, sans aucun doute, mais l'absurdité, elle correspond à des fautes et sans doute à des comportements qui pourraient être qualifiés éventuellement par la procédure judiciaire d'une autre manière et forcément en termes peut-être de délit. Le staff était présent sur cette plage. Est-ce que vous savez s'ils ont rapidement tenté de contacter les secours au moment de la disparition de ce jeune espoir du rugby ? Je pense que tout le monde va rester bouche bée.
en tout cas avec les oreilles qui ont envie de se fermer tout de suite, quand on saura que sur cette plage, aucun opérateur n'a le signal, c'est-à-dire que à cet endroit-là, à l'instant où on constate qu'il y a des problèmes et que des enfants peuvent être en difficulté dans l'océan, ce qui s'est passé, il est impossible de prévenir les secours. Il n'y a pas de signal. Ce qui explique que l'un des encadrants va être obligé de remonter l'escalier qui conduit au phare qui est à l'aplomb de la plage de Diaz Beach pour prévenir les secours. Heureusement, un des gardes du parc national, qui avait un poste d'observation au-dessus, sur la falaise, a vu que les enfants étaient en difficulté et a commencé à présenter les secours de telle manière que tout de suite hélicoptère et dinghy puissent être actionnés sur l'océan lui-même. C'est fou ce que vous racontez, maître. Ça paraît totalement incompréhensible, quoi. C'est incompréhensible, surtout s'agissant de majeurs. Vous comprenez, si c'était des gosses qui avaient décidé d'aller sur cette plage et qui avaient faim d'ignorer le danger auquel ils allaient être confrontés, on serait tous catastrophés. Mais là, on est encore plus dans l'incompréhension, puisqu'il y a des gens qui ont été missionnés par une fédération française de rugby pour accompagner des gamins qui sont en train de vivre leurs rêves et leur passion, de la partager. Et il y a des majeurs qui ont reçu toutes les qualifications, en tout cas, c'est ce qu'on peut tous supposer, pour les encadrer et pour, bien évidemment, les éloigner et ne jamais les confronter au danger. Alors, les membres du staff ont été suspendus temporairement. La Fédération française de rugby a ouvert une enquête en interne. Est-ce que la famille se sent aujourd'hui soutenue par la FFR et par son président, Florian Grill, qui a reconnu, vous l'avez dit, une faute, une grave erreur? Je crois que la famille Nargissi, elle reçoit ce message. C'est-à-dire que il y a un président de fédération française qui dit « il s'est passé quelque chose », ça confine à l'absurdité, et il y a des fautes graves qui peuvent bien évidemment représenter des erreurs individuelles, mais qui peuvent aussi constituer une erreur collective sur laquelle il faudra bien se pencher. Ça, il le dit très clairement. Ouais. Mais je crois que ce qu'il entend, le président de la fédération, c'est respecter de sa part et de la part de l'institution qu'il représente le devoir de vérité vis-à-vis de la famille Nargissi. Ça, c'est important. Et deuxièmement, que de son côté administratif, il assure la transparence vis-à-vis de cette famille, de telle manière qu'il puisse recevoir la vérité, qu'il puisse poser des questions et que l'institution judiciaire puisse y apporter des réponses. Maître, très concrètement, le corps de Mehdi Nargissi est toujours porté disparu. Est-ce que des recherches sont actuellement toujours en cours en Afrique du Sud ? C'est extraordinaire cet effort de solidarité qu'il y a, puisque les autorités sud-africaines ont décidé d'aller bien au-delà du délai qui est prévu par la réglementation et par la loi sud-africaine, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, bien évidemment, pas avec la même intensité, pas avec la même force, pas avec les mêmes moyens matériels, la surveillance de toute la côte à cet endroit-là est visitée pratiquement quotidiennement, et toutes les plages et toutes les stations balnéaires qui continuent la côte ont été avertis et il leur est demandé un devoir de vigilance accrue, un devoir de surveillance accrue. Avec quel espoir, maître ? Avec quel espoir ? Écoutez, tant que l'espoir existe, il faut y croire. Je crois qu'on n'a pas le droit, à la place qui est la nôtre, de dire stop, au nom du réalisme, au nom de ce qui serait, je sais pas, notre espèce de certitude qui n'existe pas. Moi, je pense à la famille Nargissi et je vois les trois là. J'écoute les trois qui sont en face de moi. Pour eux, il n'est que disparu. Donc toujours, il peut se passer quelque chose. C'est l'espoir. Et l'espoir, il n'a pas le droit d'être dégonflé ou éraillé par nos propres sentiments à nous, qui ne sommes finalement que des observateurs. Merci beaucoup, maître Édouard Martial, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes l'avocat donc de la famille de Mehdi Nargissi. Nos pensées d'ailleurs à Sud Radio, à sa famille et aux proches, bien sûr, de Mehdi Nargissi.